Oral questions, questions orales. The honorable... L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les Québécois sont tannés avec le gaspillage libéral. Après que ce premier ministre libéral a doublé le déficit et gonflé l'inflation, on voit maintenant un gaspillage inacceptable. Arrive-Can, We Charity et maintenant Curam. Son leader, selon le leader du gouvernement libéral, 85 000 aînés qui ne peuvent pas recevoir leur chèque, c'est de bonnes nouvelles. Un dépassement de coût de 5 milliards de dollars, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec son leader à la Chambre que gaspiller l'argent et priver les aînés de leur chèque sont des bonnes nouvelles? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, premièrement, tout d'abord, je voudrais reconnaître qu'aujourd'hui est le 4e anniversaire du commencement par la Russie d'une guerre injustifiée et horrifique contre l'Ukraine. Le Canada est aux côtés de l'Ukraine et nous fournissons plus d'aide militaire et humanitaire aujourd'hui. En ce qui concerne la question du chef de l'opposition, à ma connaissance, le processus de Curam a commencé en 2017. Il y a un élargement de ce processus, de ce projet, y compris d'autres d'assurance d'emploi et d'autres services canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Le gouvernement libéral a gaspillé 5 milliards de dollars, un dépassement de coût. Et maintenant, aujourd'hui, lorsque lui est au pouvoir comme premier ministre libéral, il y a 85 000 aînés qui ne peuvent pas recevoir leur chèque, qui ne peuvent pas acheter de nourriture. Et le premier ministre a doublé le déficit en disant qu'il n'avait pas assez d'argent, mais apparemment, il en avait assez pour gaspiller 5 milliards. Qu'est-ce que le premier ministre va faire pour renverser ce scandale libéral, protéger les contribuables et nous assurer que nos aînés recevront leur chèque? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme je viens de dire, le gouvernement ancien a commencé ce projet avec l'assurance, avec la sécurité de la VS. On a augmenté l'éventail de projets, y compris l'assurance de l'emploi, supplément de revenus garantis, le régime de pension du Canada. Tous les montants ont été budgétés et ce projet a déjà été revu par la vérificatrice générale. The honorable leader of the opposition. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les Canadiens doivent avoir droit à des soins de santé de qualité. Mais après une décennie du gouvernement libéral, il y a 6 millions de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille. Et c'est en partie dû au fait qu'il y a une immigration débridée des libéraux qui minent le système. Il y en a parmi eux qui sont ici illégalement et qui ont été rejetés. Il y a eu une hausse de 1000 % des prestations de luxe qui sont offertes à ces personnes qui se trouvent ici illégalement. Alors pourquoi ne pas renverser la vapeur, appuyer notre motion et faire passer les Canadiens avant en termes de santé? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, oui, le Canada, ce n'est pas les États-Unis. Et au Canada, nous offrons des soins de santé essentiels à tout le monde au pays. La hausse des coûts du programme, qui est indiquée dans la motion de l'opposition, est due à la hausse du nombre de demandeurs pour ce programme. Mais qu'est-ce que notre gouvernement fait? Nous reprenons le contrôle sur l'immigration. Nous allons réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires de 50 % au pays et les demandeurs d'asile vont être réduits du tiers. Honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président,
Le problème, c'est que le gouvernement ne s'occupe pas de la santé des Canadiens. Il y a 6 millions de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille. Il y a 100 000 personnes qui sont mortes alors qu'elles se trouvaient sur une liste d'attente, alors que les libéraux, eux, se lançaient dans une politique débridée en matière d'immigration. Le premier ministre dit que tout est sous contrôle, mais ce n'est qu'une illusion. On a affaire à un autre libéral. Il y a une hausse de 3 000 des demandes d'asile sous son régime totalement hors de contrôle. Alors pourquoi ne pas faire passer les Canadiens en premier? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, moi, j'ai bien hâte à la date où ça fera 1 an que je suis premier ministre. Et à ce moment-là, et d'ici là, il y aura eu une baisse du tiers du nombre de demandeurs d'asile. Il y aura aussi une baisse des étudiants étrangers. Nous avons le système sous contrôle et nous offrons les soins de santé adéquats aux Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Le système sous contrôle? Manifestement, on a affaire à un autre libéral. Il pense que tout est sous contrôle alors qu'il y a des prestations supplémentaires de luxe qui sont à la hausse de 1 000 et les demandes d'asile sont en hausse de 300 Et sous son leadership, et après 11 ans de gouvernement libéral, on constate qu'il y a 6 millions de Canadiens qui n'arrivent pas à se trouver un médecin de famille. Alors, pourquoi ne pas arrêter de faire l'autruche, voter pour notre motion et redonner aux Canadiens les soins de santé qu'ils méritent? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, 11 ans. Moi, je viens juste d'arriver. Il a dit pour l'interprète. Je tiens à rappeler à l'ordre. Je tiens à rappeler aux députés de Selkirk, Interlake, Eastman qu'il n'y a qu'une seule personne qui a la parole à la fois dans la Chambre. Le très honorable premier ministre va reprendre depuis le début. Monsieur le Président, moi, je viens d'arriver et le chef de l'opposition a passé toute une carrière ici, à une exception près. C'était au moment où le nouveau gouvernement du Canada a été élu et nous avons réduit du tiers les demandes d'asile. Nous avons réduit de 50 le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Nous avons aussi réduit le nombre d'étudiants étrangers. Nous avons le projet de loi C-12, le projet de loi C-2 qui vont faire en sorte que l'on va mettre fin aux abus dans le régime de réfugiés. Le très honorable chef de l'opposition. Bon, le premier ministre prétend qu'il vient tout juste d'arriver. Peut-être qu'il est un travailleur étranger temporaire lui-même, mais c'est le même ministre des Finances, ministre de la Justice, et c'est le même cabinet qui ont miné le régime et qui l'ont détruit. Mais il y a aussi un autre problème. Le premier ministre garde des lois qui font en sorte que les ressortissants étrangers passent moins de temps en prison après qu'ils aient commis un crime. Alors pourquoi ne pas changer le système pour qu'on puisse faire en sorte que ces criminels étrangers purgent leur peine pleinement et qu'ils soient expulsés par la suite? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le député d'en face devrait appuyer le projet de loi C-2 et C-12. Cela permettrait de régler ces problèmes et je l'encourage donc à appuyer ces projets de loi. Et, Monsieur le Président, lorsqu'une personne commet un crime au pays, alors ces personnes devraient purger leur peine. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président,
Le scandale des commandites a été évalué à environ 330 millions de dollars. Ça clique au Québec à 1,1 milliard de dollars. Phoenix, de triste mémoire, et c'est pas fini, 5,1 milliards de dollars. Curam est passé d'une évaluation de 1,6 milliard à 6,6 milliards. Est-ce que le premier ministre est fier de présider au pire scandale financier de l'histoire du Canada? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce projet a commencé en 2017. À ce moment-là, j'étais gouverneur de la Banque d'Angleterre. Premier point. Deuxièmement, le projet a été augmenté. Oui, on y va. Tous les montants ont été budgétés, y compris les 6 milliards de dollars. Le député de Belleuil-Chambly. C'est pas ma faute, Monsieur le Président. En 2019, le Bloc québécois a demandé un ajustement au pouvoir d'achat des retraités. Puis vint la pandémie qui a empiré la situation des retraités. Puis l'inflation post-pandémie qui a encore empiré le pouvoir d'achat des retraités. Puis la discrimination entre les retraités qui ont plus de 75 ans et ceux qui ont moins de 75 ans. Maintenant, il y a Curam qui prive 85 000 retraités de leur chèque au bon moment, de la bonne manière ou au bon montant. Est-ce qu'ils réalisent qu'il est le gouvernement qui a le plus maltraité les retraités? Et il y a sûrement au moins un retraité à Terrebonne qui se pose la question. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, en ce qui concerne, nous avons renforcé le système de santé du Québec, premièrement. Deuxièmement, nous avons renforcé le système de soins dentaires au Québec. Nous avons renforcé les soins, médicaments, l'assurance médicaments au Québec. Et de plus. Tout à fait. C'est à vous. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, parce que Curam est le plus gros scandale financier de l'histoire du Canada. Parce que le pouvoir d'achat des retraités est en baisse depuis que les libéraux, ces libéraux, ceux de l'autre, c'est la même gang, sont au pouvoir. Accepte-t-il au moins, puisqu'il dit que c'est pas de sa faute, de faire la lumière et de déclencher une enquête publique et indépendante sur le scandale de Curam, lui, à son tour, comme les autres? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le projet de Curam a été déjà sujet d'une revue de la communauté permanente des comptes publics ainsi que par la vérificatrice générale, les deux. Tous les montants ont été budgétés. Point final. The honourable member for La députée de Thornhill. On doit ramener l'ordre et l'équité dans le régime d'immigration du Canada. Les conservateurs ont une proposition très claire pour mettre fin au système à deux vitesses où les demandeurs d'asile déboutés ont droit à des soins de luxe, alors que les Canadiens qui cotisent au système doivent attendre dans des salles d'attente des hôpitaux. Il n'y a aucune justification. Alors, pourquoi est-ce que les libéraux veulent voter pour protéger un régime qui protège les demandeurs d'asile déboutés plutôt que les Canadiens? Le leader en chambre. Monsieur le Président, pour nous, c'est assez intéressant. Le Premier ministre a indiqué toutes les façons dont les demandeurs d'asile et autres résidents temporaires voient leur nombre décroître rapidement, mais les conservateurs, eux, ont léché leur plaie et ensuite ils reviennent au Parlement et s'en prennent aux personnes les plus vulnérables au monde, surtout au jour où on se rappelle qu'il y a des enfants amputés qui arrivent d'Ukraine et eux, ils refuseraient des soins à cet enfant. La députée de Thornhill. Ils n'ont pas de crédibilité. Rien qu'en disant le nombre consacré
aux soins de santé pour les demandeurs d'asile s'est accru. Ils ne peuvent pas le nier. Oui, les réfugiés légitimes méritent des prestations, mais ceux qui ont été déboutés ne le méritent pas, alors qu'il y a 6 millions de Canadiens qui n'ont pas accès à un médecin de famille et qui doivent attendre 12 heures dans les salles d'attente des hôpitaux. Alors pourquoi ne pas restaurer l'ordre et l'équité dans le système? Le leader en chambre. Monsieur le Président, les demandeurs d'asile déboutés n'ont pas droit à l'asile et par conséquent, ces personnes ne peuvent rester au Canada. Les conservateurs doivent arrêter les coups bas à l'endroit des personnes les plus vulnérables au monde. Il y a des réfugiés légitimes, des demandeurs d'asile légitimes au Canada, y compris ceux qui fuient la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, nous en sommes à commémorer l'anniversaire du début de la guerre en Ukraine et il devrait avoir honte de s'en prendre aux personnes les plus vulnérables de la planète. La députée de Riding Mountain. Monsieur le Président, il y a 6 millions de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille et le temps d'attente moyen pour consulter un spécialiste, c'est d'environ 30 semaines. Pourtant, les libéraux continuent de refuser aux demandeurs d'asile déboutés, des personnes que leur propre commission de l'immigration du statut de réfugié a rejeté, l'accès à un programme offrant des prestations de santé de qualité, les plaçant sur les mêmes listes d'attente que les Canadiens. Est-ce que le ministre de la Santé estime que les demandeurs d'asile que son propre gouvernement a rejeté devraient être traités sur un même pied d'égalité par rapport aux Canadiens et aux réfugiés légitimes? Oui ou non? La ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, de notre côté de la Chambre, nous sommes concentrés sur le renforcement de notre régime d'immigration et pour se doter d'un Canada fort. Si les conservateurs étaient vraiment sérieux en matière de santé, ils appuieraient nos investissements dans les hôpitaux, le programme de soins dentaires, le programme d'assurance médicaments et le programme d'immigration que j'ai annoncé, qui porte sur les talents. Et aussi, il y a des médecins et des chirurgiens qui ont été choisis grâce à ce programme pour venir travailler ici au Canada. La députée de Riding Mountain. Monsieur le Président, si les libéraux se souciaient réellement des véritables réfugiés, ils ne les obligeraient pas à attendre dans la même file d'attente que les faux demandeurs d'asile. Ils ne les obligeraient pas à attendre dans la même file que les demandeurs que le gouvernement a lui-même rejetés. Mais c'est ce qu'ils font et ils refusent de remédier au problème. Est-ce que la ministre de la Santé peut expliquer à ces réfugiés légitimes pourquoi les demandeurs déboutés passent avant eux sur les listes d'attente pour les soins de santé? La ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous avons un régime solide en matière d'immigration. Il y a la CISR qui s'occupe des demandes et ceux qui sont déclarés inadmissibles et qui sont rejetés doivent quitter le pays et ceux qui sont acceptés se trouvent dans le système. Et nous allons continuer de respecter nos obligations humanitaires, internationales et constitutionnelles. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix. Monsieur le Président, le programme fédéral de santé intérimaire, c'est un programme payé par les contribuables qui couvre les soins de santé pour les demandeurs d'asile et certains non-citoyens. Pendant que 6 millions de Canadiens n'ont pas accès à un médecin de famille et que le système est débordé, on apprend que les non-citoyens et certains non-résidents, non-permanents peuvent recevoir des prestations plus généreuses que celles offertes aux Québécois et aux Canadiens. C'est une question d'équité, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement va appuyer notre motion pour garantir que les non-résidents et que les non-citoyens ne bénéficient pas de soins supérieurs à ceux des Canadiens? L'honorable ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas vrai. Totalement pas vrai du tout. Nous renforçons nos frontières et nous faisons en sorte que ce soit plus difficile pour ceux qui voudraient abuser notre système. On a réduit le nombre d'asiles 33% l'année dernière et C12 qu'on a adopté, il va améliorer nos systèmes et nous sommes ici pour travailler pour tous les Canadiens, tous les Québécois, toutes les personnes dans toutes les provinces, incluant les personnes qui vraiment ont besoin de nos aides. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix.
Alors effectivement, c'est pour les Canadiens et les Québécois payeurs de taxes. Les demandeurs d'asile rejetés par notre système ne devraient jamais bénéficier des soins de santé plus avantageux que ceux des Québécois et des Canadiens. En plus, le Comité de la santé a appris que certains fournisseurs facturent jusqu'à 5 fois le montant qui est demandé normalement par le tarif provincial pour le programme fédéral de santé intérimaire. Les libéraux dépensent près d'1 milliard de dollars par année pour des non-Canadiens, avec des projections de près d'1,5 d'ici 2030. Est-ce que le gouvernement va appuyer notre motion pour s'assurer qu'on priorise les Québécois et les Canadiens avant tout? L'honorable ministre. Monsieur le Président, en ce côté, on ne mettra jamais en péril la sécurité des Canadiennes et la santé des Canadiennes. Notre programme assure la sécurité de tous les Canadiennes. On continue à travailler ici et on vous appuie de travailler avec nous pour tous les Canadiennes, y compris aussi les Québécoises. Merci. The honourable member for Oshawa. La députée d'Oshawa. Monsieur le Président, les coûts du programme fédéral de santé intérimaire ont quadruplé en 4 ans et les fournisseurs facturent jusqu'à 5 fois les tarifs provinciaux pour des soins prodigués aux demandeurs d'asile déboutés. Et pendant ce temps, les habitants d'Oshawa attendent des soins. Ils ne trouvent pas de médecin de famille, ils n'ont pas accès à des prestations telles que les soins ophtalmologiques, la physiothérapie ou le counseling, alors qu'ils ont cotisé au système toute leur vie. Ainsi, les demandeurs déboutés bénéficient de meilleures prestations de santé que les Canadiens. Est-ce que les libéraux vont nous aider à corriger cette situation et appuyer la motion conservatrice qui préserve à la fois la compassion et l'équité? La ministre de l'Emploi et des Familles. Merci, Monsieur le Président. La véritable question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que les conservateurs vont arrêter de voter contre les investissements en santé? Quand est-ce qu'ils vont arrêter de voter contre des programmes comme le programme de soins dentaires qui touche de près la santé des Canadiens? Oui, je suis d'accord avec mon collègue. Les Canadiens s'en prennent à ceux qui sont parmi les plus vulnérables. Nous sommes solidaires des Canadiens. Nous voulons avoir un système de santé universelle, quelle que soit la capacité de payer. Monsieur le Président, 85 000 retraités sont victimes d'erreurs avec leur pension de vieillesse à cause du logiciel de Curam. Les contribuables paient 5 milliards en dépassement de coûts et ça compte pas encore le RPC. Mais c'est pas grave, parce que selon les libéraux, et je cite, c'est une bonne nouvelle pour le Canada. Les retraités qui ont des problèmes de financiers, c'est une histoire à succès. Selon les libéraux, on ne devrait pas dénoncer ça. On devrait célébrer ça. Monsieur le Président, les aînés qui attendent leur pension depuis 9 mois, finalement, ils ont quoi à se plaindre? L'honorable ministre des Familles et de l'Emploi. Ils veulent vivre dans le passé. Et en fait, nous avions un régime obsolète de 60 ans et on procédait par voie de papier plutôt que par voie électronique. Mais nous voulons avoir une modernisation dans l'avantage de tous les Canadiens. Le Bloc québécois présente les choses de façon trompeuse pour les Canadiens. Il y a 3 programmes qui seront touchés. Et nous avons investi pour que les Canadiens puissent avoir leurs prestations en ligne, en temps et à notre époque moderne. On s'élève déjà moins, Monsieur le Président. Les retraités qui ne reçoivent pas leur pension de vieillesse depuis 9 mois aimeraient bien ça célébrer avec les libéraux, eux aussi. Mais ils peuvent pas, ils n'ont pas une scène. Les contribuables aimeraient ça, eux aussi, mais quand ils pensent à tout ce qu'on aurait pu faire de mieux avec 5 milliards que de payer pour des dépassements de coûts de logiciels, ils en perdent leur cœur d'enfant. Monsieur le Président, les libéraux ne régleront pas les problèmes de Curam parce que, selon eux, ça n'existe pas. Alors, comprenez-vous maintenant pourquoi ça prend absolument une enquête publique et indépendante. L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. Monsieur le Président, soyons très clairs. 1,5 milliard de dollars ont été dépensés jusqu'à présent et cela couvre la transformation complète du logiciel pour la sécurité de la vieillesse et aussi pour d'autres demandes d'assurance. 6,4 milliards de dollars, c'est le plafond pour
tous les projets et on ne débranchera probablement pas tout cela. Et ça aurait été moins cher si on avait commencé en 2015 lorsque les conservateurs étaient au pouvoir parce qu'ils savaient que le système en place datait de 1966. À ce moment-là, ma mère n'avait qu'11 ans. The honourable member for Saskatoon West. Le député de Saskatoon-Ouest. Monsieur le Président, il y a 10 ans, nous avions un régime d'immigration stable dont les Canadiens étaient fiers. Et aujourd'hui, les libéraux ont automatisé les approbations et abandonné les contrôles de sécurité pour certains pays. Les gens peuvent entrer au Canada, demander l'asile et recevoir une approbation par courrier sans même avoir d'entrevue auprès d'un représentant du gouvernement. C'est choquant. Et l'Iran figure sur la liste, ce qui encourage les hauts responsables du redoutable corps des gardiens de la Révolution islamique à chercher refuge ici sans aucun contrôle de sécurité. Alors pourquoi avoir éliminé les garde-fous de notre régime d'immigration? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, bon, on a affaire à ce genre de questions sur le parquet de la Chambre des communes cette semaine et on se demande comment les conservateurs se préparaient. Ils étaient assis à une table et se disaient quelle sera la priorité cette semaine pour pouvoir faire campagne et amasser des fonds, parler des relations avec les États-Unis. Non, 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 notre base ne sera pas satisfaite. Et est-ce qu'on peut parler de la santé? Oui, la santé, mais il faut le faire de façon à ce que personne n'obtiendra d'aide. Alors, on va s'en prendre aux réfugiés et dire qu'ils volent des soins de santé, mais ça, c'est opportuniste. The honourable member for Abbotsford South Langley. Le député d'Abbotsford South Langley. Monsieur le Président, l'ancien chef de cabinet du Premier ministre, l'actuel ministre de la Justice et député de York South-West Etobicoke étaient responsables du dossier de l'immigration et leurs politiques imprudentes ont détruit notre régime d'asile. Et cela veut dire maintenant qu'on est obligé de supprimer des mesures de protection essentielles simplement pour suivre le rythme. Près de 25 000 personnes ont été admises au Canada sans n'avoir passé un seul entretien en personne. Pourquoi les libéraux ont-ils démantelé les mesures de protection essentielles de notre système d'accueil des réfugiés et mis les Canadiens en danger? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, bon, c'est difficile de traduire le message alors qu'il y a de l'interférence et de la rhétorique. Et les gens qui arrivent ici fuient des persécutions. Et on se rappelle Alan Kurdi de la Syrie. Et vous êtes passé avec des membres de la communauté ukrainienne qui ont trouvé refuge au Canada. À l'ordre. Je sais que le ministre est au courant. Il doit s'adresser à la présidence. À la présidence. Peut-être que s'il y avait moins de bruit, le ministre pourrait poursuivre. Monsieur le Président, je sais que vous avez eu l'occasion de rencontrer des familles qui venaient de la Syrie et puis je sais que vous avez rencontré des Afghans qui ont collaboré avec les forces armées canadiennes et puis je sais que vous avez rencontré des Ukrainiens qui ont trouvé refuge au Canada. Le député de Windsor-West. Monsieur le Président, sous ce gouvernement, le régime de réfugiés a été tellement miné qu'on a éliminé les garde-fous. 25 000 personnes ont été admises au Canada sans qu'il n'y ait même d'entrevue avec un représentant du gouvernement. C'est choquant. Ces politiques sont mises en place alors qu'il y a des membres du cabinet qui étaient responsables du dossier. Alors, comment se fait-il que ces garde-fous ont été éliminés? Ne se préoccupe-t-il pas de la sécurité des Canadiens? La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, dans le cadre de mes fonctions, j'ai pu m'entretenir avec des chefs d'État de partout au monde et puis je vais répéter ce que je leur ai dit ici. On cherche à émuler le régime d'immigration du Canada et ça, c'est un régime qui inspire le reste du monde. Il y a aussi le projet de loi C-12 qui vise à réformer et renforcer notre régime de protection des réfugiés. Et il y a aussi des changements qui ont été apportés relativement au code-part et aux contributions. Ce sont des nouvelles qui montrent la responsabilité financière. À l'ordre. La députée de Calgary-Nose Hill. Je voudrais revenir à quelque chose que le leader du gouvernement et le ministre de la Justice ont dit. Depuis 2020,
86% des demandes déboutées, ces gens sont demeurés au Canada et 100% de ces gens-là reçoivent des prestations financées par le contribuable, des prestations qui sont meilleures que ce que reçoivent les Canadiens, comme des services de physiothérapie et de soins pour la vue. Donc, nous voulons restaurer la justice, limiter les prestations de ces demandeurs d'asile déboutés pour qu'il n'ait pas des soins supérieurs à ce que reçoivent les Canadiens. La ministre, merci, Monsieur le Président. Ce nouveau gouvernement prend ces questions à cœur et très au sérieux. C'est pourquoi notre mandat visait à restaurer nos niveaux d'immigration, renforcer le système d'immigration. Notre système fait l'envie du monde entier. Nous sommes fiers du système canadien. Nous avons présenté des mesures pour faire venir des médecins, des talents de l'étranger par le biais de l'immigration. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Le ministre de la Justice vient juste de rejeter l'idée selon laquelle les libéraux acceptent des demandes d'asile de l'Iran sans faire des entretiens. C'est ce genre de discours, des foutaises libérales qui font en sorte... Écoutez, je ne sais pas si ce mot est jugé parlementaire ou pas. I don't know. No, I'm not sure. Je ne suis pas certain que ce mot soit sur la liste officielle des termes non parlementaires, mais c'est limite. Je demande à la députée peut-être de continuer, mais d'éviter certains mots incendiaires. Monsieur le Président, le ministre de la Justice a pris à la légère la crise actuelle du système d'immigration au Canada. Je dois poser une question à la ministre de l'Immigration. Elle doit nettoyer les dégâts de celui qui a créé ce chaos et qui a été muté à un autre poste. La ministre d'État à la lutte contre la criminalité. Monsieur le Président, pendant toute la période des questions et pendant le débat aujourd'hui, on a entendu des immigrants être réduits à l'état de criminels, de fraudeurs, mais ce n'est pas le cas. Lorsque un demandeur est refusé, lorsque la demande a été examinée, le permis de travail et les soins de santé sont annulés. Les conservateurs essayent de semer la division. Ils n'essayent pas d'améliorer les services de santé. Sinon, ils auraient voté pour les mesures que nous avons proposées pour les soins dentaires. Ils n'auraient pas créé des régimes à 2 vitesses ou à 2 niveaux dans certaines provinces conservatrices. Honorable député d'Etobicoke Lakeshore. Monsieur le Président, aujourd'hui marque le 4e anniversaire de l'invasion barbare et illégale de l'Ukraine par la Russie. Alors que nous sommes ici à la Chambre, nos amis en Ukraine continuent de faire des sacrifices en luttant courageusement pour leur liberté. La ministre des Affaires étrangères peut-elle expliquer comment le Canada s'efforce de soutenir l'Ukraine et les Ukrainiens en cette période difficile? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, en ce 4e anniversaire de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, le Canada demeure solidaire de l'Ukraine à court et à long terme. Ce matin, j'ai annoncé 20 millions de dollars d'aide à l'infrastructure énergétique en Ukraine. Cela mène nos investissements totaux en Ukraine et nos efforts de soutien à 22,5 milliards de dollars. Monsieur le Président, le Canada est solidaire de l'Ukraine. Nous sommes là avec nos alliés pour que l'Ukraine puisse continuer à se battre et à gagner cette guerre. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Monsieur le Président,
Les jeunes au Canada aujourd'hui sont moins bien lotis que leurs parents. Ils ne trouvent pas d'emploi et n'ont pas les moyens d'acheter une maison. La difficulté auquel ils sont confrontés les pousse à retarder de fonder une famille et les plonge dans un désespoir croissant. Un sondage RBC aujourd'hui montre que 2/3 des milléniaux s'inquiètent pour leur avenir financier, plus de la moitié s'inquiètent pour l'argent qu'ils ont en poche. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Les libéraux vont-ils enfin écouter les jeunes? Vont-ils changer de cap sur les politiques qui ont bloqué les opportunités pour la prochaine génération? La secrétaire d'État aux enfants et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement est là pour aider tous les Canadiens, y compris les premiers acheteurs d'une maison avec un crédit d'impôt et d'autres mesures pour accroître l'abordabilité et bâtir beaucoup de logements. Nous investissons aussi dans les emplois d'été, les programmes d'apprentis. Ce serait bien que les conservateurs cessent de faire de l'obstruction, notamment avec le programme alimentaire dans les écoles, ou faire de l'obstruction en comité, qu'ils nous appuient en ce sens. Merci, Monsieur le Président. Le député de Sherwood Park for Saskatchewan. Monsieur le Président, en fait, au comité, c'est les libéraux qui s'opposent à nos efforts pour qu'on étudie l'inflation alimentaire qui est 2 fois supérieure à ce qu'elle est dans d'autres pays. Nous avons proposé des propositions constructives pour relancer l'économie, pour réformer l'immigration, améliorer la formation et construire des logements là où se trouvent les emplois. Le gouvernement pourrait s'inspirer de nos bonnes idées, mais il préfère plutôt redoubler d'efforts en s'attaquant aux collèges professionnels et il bloque le développement. Pourquoi sont-ils réticents à adopter les solutions que nous proposons? Ils préfèrent empêcher les jeunes de progresser dans la vie. La secrétaire d'État. Monsieur le Président, nous donnons aux Canadiens un coup de pouce. Jusqu'à 12 millions de Canadiens vont bénéficier du rabais pour l'épicerie qui permettra à des familles de bénéficier de 1 900 $ cette année de plus. J'ai été à la Banque alimentaire d'Etobicoke récemment et les gens se sont réjouis de l'augmentation aussi du remboursement de TPS et des programmes alimentaires dans les écoles qui nous aident à faire face à l'insécurité alimentaire. Nous investissons dans beaucoup de stratégies et ce serait bien que les députés conservateurs collaborent pour lutter ensemble contre l'insécurité alimentaire. Merci. Le député de Long Range Mountain. Monsieur le Président, un récent sondage de la Banque Royale montre que 64 des milléniaux s'inquiètent pour leur avenir. 57 n'ont peu ou presque plus d'argent à la fin du mois et 4 sur 10 craignent de ne jamais pouvoir rembourser leurs dettes. À Terre-Neuve et Labrador, devenir propriétaire, c'est la pierre angulaire de la stabilité communautaire, mais depuis trop longtemps, ce n'est plus à la portée des gens. Après 11 ans de libéraux, les jeunes ne se voient privés de ce rêve d'accéder à la propriété. Le gouvernement va-t-il enfin réduire les coûts et créer une économie où les jeunes pourront se permettre de vivre? Le ministre des Pêches. Monsieur le Président, cette députée aime se lever et parler de ses commettants et de leurs besoins, mais elle devrait plutôt leur parler et leur demander si la construction de logements est importante pour eux, si l'aide qu'on a apportée aux communautés avec la garderie à 10 $, le programme alimentaire dans les écoles, ces choses-là, c'est important pour les gens de sa circonscription parce qu'ils m'en ont parlé. La députée de Long Range Mountain. Monsieur le Président, si les programmes libéraux fonctionnaient, les jeunes Canadiens pourraient avancer et ne verraient pas ce rêve d'accéder à la propriété s'éloigner davantage. Le prix de vente à Saint John a augmenté de 10 % entre 2024 et 2025. La génération a fait tout correctement. Elle devrait accumuler de la richesse, mais au lieu de cela, elle prend de plus en plus de retard et perd espoir. À quel point les choses doivent-elles déraper et se détériorer avant que le gouvernement réduise les coûts et permette aux jeunes de se construire un avenir au Canada? La ministre. Monsieur le Président, je vais rappeler à la députée de Terre-Neuve et Labrador qu'elle doit relire le budget 2025 parce que dans le document, elle remarquera
qu'il y a beaucoup d'aides pour les jeunes partout au Canada et dans notre province. Des débouchés pour qu'ils puissent poursuivre leurs études, des programmes aussi pour construire des logements abordables dans des collectivités de sa province. Nous voulons aussi lancer de grands projets qui permettront aux jeunes de travailler et d'accéder à la propriété. La députée doit lire le budget. L'honorable député de New Tecumseh, Gwillimbury. Monsieur le Président, c'est incroyable. Seulement 269 nouvelles maisons ont été vendues dans le Grand Toronto le mois dernier. Le pire résultat jamais enregistré pour les ventes de maisons neuves. Mais ce n'est pas parce que les Canadiens ne veulent pas acheter, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter les maisons qui sont construites. L'incapacité des libéraux à régler les problèmes d'immigration, la hausse de l'inflation et de la bureaucratie a fait en sorte qu'une génération entière se retrouve exclue du marché. Pourquoi le gouvernement rend-il l'accès à la propriété si difficile pour les Canadiens? Honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement veut rendre le logement plus abordable partout au pays, en commençant par notre crédit d'impôt et aide fiscale pour les premiers acheteurs. Nous avons plus de 9000 maisons en cours de construction dans des villes partout au Canada. Une aide a été annoncée en Colombie-Britannique la semaine dernière, 700 logements pour ceux qui sont à risque d'itinérance. Il faut appuyer la loi Maison Canada pour aller plus loin. Le député de New Tecumseh, Gwillimbury. Non, ils ne livrent pas la marchandise. Les jeunes Canadiens, écoutez, moi je vais prendre ça personnellement. Il faut passer par la présidence. Monsieur le Président, les jeunes Canadiens sont fauchés. 57% d'entre eux disent ne plus avoir d'argent en poche à la fin du mois. 4 sur 10 craignent ne jamais pouvoir rembourser leurs dettes. Monsieur le Président, ils ont un pied dans la tombe et un autre sur une peau de banane. Les Canadiens épuisent leurs économies, tandis que leurs rêves d'accéder à la propriété, de fonder une famille et de se construire une vie ont été brisés au lieu d'aggraver encore la situation. Quand le gouvernement va-t-il réduire les coûts pour que les jeunes puissent se permettre et avoir les moyens de vivre? Le ministre, Monsieur le Président, c'est ce que Maison Canada va permettre de faire. On a un plan pour livrer, c'est ce que nous faisons. Les experts ont été unanimes. L'Association du logement a été claire. Maison Canada est un pas important pour résoudre la crise du logement. Ça va permettre de construire à grande échelle et d'écouter le secteur du logement et de la construction. Nous avons l'occasion de livrer pour les Canadiens. Toute la Chambre devrait appuyer à l'unanimité ce projet de loi. Le député de Richmond Hill Sud, le rêve d'accéder à la propriété a été brisé par une décennie de politiques et de discours libéraux. Seulement 269 nouvelles maisons ont été vendues dans toute la région de Toronto en janvier. Les ventes ont chuté de 36% par rapport à l'année dernière et sont inférieures de 80% à la moyenne sur 10 ans. La dernière fois que c'était aussi mauvais, c'était au début des années 90. Le Premier ministre a promis qu'il allait construire à tour de bras, mais la seule chose que ce gouvernement est capable de construire, c'est plus de bureaux, plus de bureaucrates, plus de bureaucratie. Quand le gouvernement va-t-il cesser d'entraver les constructeurs, de persister dans ces politiques qui ont échoué et quand va-t-il supprimer la TPS pour toutes les nouvelles maisons neuves? Le ministre, Monsieur le Président, ce matin, on a annoncé la phase 2, 7500 nouvelles unités résidentielles dans 25 emplacements au Canada. Plus de 800 nouvelles unités de logement sont en cours de construction. Valcartier, Petawawa et Edmonton, 1000 nouvelles unités. Kingston, 900 nouvelles unités. Gagetown, 500 nouvelles unités. Monsieur le Président, nous livrons pour les Forces armées canadiennes et nous livrons pour notre économie. L'honorable de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Logiciel informatique Curam, budget de départ 1,6 milliard, coût réel 6,6, 5 milliards de dépensement. Monsieur le Président, savez-vous ce que le leader libéral en Chambre nous a dit hier? Que c'était une histoire à succès. C'est ça qu'il nous a dit. Qui va prendre le leadership dans le cabinet libéral de ce fiasco financier? Qui? Une question. Qui va s'occuper des 78 000 aînés qui attendent leur chèque? Qui? Personne! C'est ça le leadership libéral, Monsieur le Président. Personne qui s'occupe de ce dossier-là. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président,
je sais pourquoi mon collègue est dans la Chambre des communes, parce que ça n'a pas marché à l'école le drame, malheureusement. Mais le fait demeure que, comme le premier ministre l'a dit, comme les ministres ont dit, comme tous nous autres qui sommes responsables de ce système-là, nous avons une implantation technologique, un chantier très vaste pour remplacer des systèmes vétustes, et ce système-là est sur budget et sur le fonctionnement. Les pépins vont être nettoyés, Monsieur le Président, et j'invite mon collègue à me les envoyer. L'honorable député de Louis, Saint-Laurent-Akiawenrac. Monsieur le Président, il est question de 85 000 personnes aînées du Canada qui ont un problème actuellement avec essentiellement leur seule et unique source de revenus. C'est ça le problème, Monsieur le Président. 85 000 personnes. Hier, les libéraux, justement, le ministre du Transport a dit qu'il n'y en avait que quelques cas. 85 000. C'est une histoire à succès. 85 000. L'arrogance libérale dans toute sa laideur. Mais voilà que le premier ministre, tout à l'heure, a dit « point final ». Monsieur le Président, le premier ministre, qui est un homme honorable, très honorable, peut-il se lever et reconnaître qu'il a erré? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Monsieur le Président, je suis d'accord que le premier ministre est un homme honorable et c'est pourquoi je sers à ses côtés avec confiance. Ce serait bien d'avoir des conversations honorables sur les vrais faits du dossier. En fait, Monsieur le Président, 7,7 millions d'aînés ont fait le transfert au nouveau système sans anicroche et sans retard. Les chiffres que l'opposition continue de répéter, c'est des nouveaux demandeurs. Nous avons un processus aussi pour les cas urgents. J'ai demandé aux députés d'en face de venir me voir avec ces cas urgents et on pourra envoyer les prestations aux gens en l'espace de 24 à 48 heures. Monsieur le Président. Honorable député d'Halifax, Monsieur le Président. On est tous d'accord dans cette Chambre que les taux de tuberculose dans l'Inuit-Nunanga et dans de nombreuses communautés des Premières Nations demeurent trop élevés et rappellent la discrimination historique et les effets durables de la colonisation. La ministre des Services aux Autochtones peut-elle dire à la Chambre ce que fait notre nouveau gouvernement pour éliminer la tuberculose d'ici 2030? Merci. Bravo. L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Monsieur le Président, j'aimerais remercier ma chère collègue, pour cette importante question. Pour éliminer la tuberculose, on investit dans les approches novatrices dirigées par les Inuits, afin d'améliorer la santé dans les communautés aux plus risques. Notre gouvernement vient d'annoncer 27 millions de dollars supplémentaires dans des investissements importants pour des solutions à la tuberculose dans l'Inuit-Nunavut. Nous allons travailler en partenariat avec ITK et les organisations de traité pour mieux appuyer les efforts de prévention et de dépistage. Le député de Brantford-Brant, Sud Six Nations. Monsieur le Président, les politiques libérales de la porte tournante frappent à nouveau. Aujourd'hui, à Toronto, un criminel en liberté sous caution a été reconnu coupable d'avoir poignardé 7 fois un homme dans le métro, lui causant des blessures qui ont changé sa vie et un traumatisme permanent. Et maintenant, cette personne est libre. Le juge l'a qualifié de personne qui présentait un risque élevé de récidive. Et maintenant, sa victime vit dans la peur. Combien d'autres Canadiens innocents devront être poignardés, abattus ou terrorisés avant que ce gouvernement cesse de protéger un système défaillant et commence à protéger les victimes? L'honorable secrétaire d'État à la lutte contre la criminalité. Monsieur le Président, des cas comme celui-ci sont exactement la raison pour laquelle on a proposé C14. Le projet de loi a été envoyé au Sénat. Le Sénat est en train d'examiner le projet de loi. Il y aura une réforme du régime de libération sous caution, des peines plus sévères pour les auteurs de crimes. Et nous allons pouvoir nous attaquer à cet enjeu, Monsieur le Président. Mon rôle m'a été confié parce que nous sommes un gouvernement qui sévit contre les criminels. Nous ferons tout le nécessaire pour éviter ce genre d'incident. Le député de Brantford-Brant Sud, Six Nations. Monsieur le Président, c'est le résultat direct des projets de loi C5 et C75 qui ont affaibli la caution, édulcoré les conséquences et alimenté les portes tournantes pour ces criminels violents. Les conservateurs se sont battus à maintes reprises pour renforcer le régime sous caution, de libération sous caution, pour mettre les délinquants violents derrière les barreaux.
Mais les libéraux ont rejeté nos idées. Ils ont choisi l'idéologie plutôt que la sécurité publique. Combien d'autres Canadiens vont devoir être agressés violemment avant que le gouvernement admette que ces lois ne sont pas efficaces? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, un tiers de tous les projets de loi que nous avons présentés prévoyaient de sévir contre les criminels. La réforme du système judiciaire, les projets de loi sur la sécurité publique, bon nombre de ces projets de loi ont progressé, mais certaines marquent le pas parce que les conservateurs font de l'obstruction face à nos mesures. Il faut pouvoir donner aux forces de l'ordre les outils dont elles ont besoin. Il faut faire avancer nos projets de loi et les mesures d'accès légal font partie de ce nouveau régime. J'encourage les conservateurs à travailler avec nous, Monsieur le Président. Le député de Kamloops, Thompson Nicolas. Monsieur le Président, un homme récemment a été condamné à 2 ans moins 1 jour parce qu'il possédait plus de 2600 images d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants et de mineurs. N'oublions pas que le Parlement doit établir des fourchettes de peine. C'est pourquoi, lors de la dernière législature, j'avais proposé un projet de loi pour alourdir les peines dans ce genre de situation. Tout le monde ici veut protéger les enfants. C'est certain. Mais si c'est le cas, les libéraux vont-ils s'engager aujourd'hui? Quand vont-ils présenter un projet de loi qui va renforcer les peines pour les personnes qui possèdent ce genre de matériaux horribles et abjects? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, je suis heureux de répondre à la question directement de mon collègue. À l'automne, nous avons proposé un projet de loi qui va alourdir les peines pour plusieurs crimes d'ordre sexuel. Nous avons aussi restauré des peines minimales obligatoires, notamment pour les chefs d'accusation de pornographie juvénile. De ce côté-ci de la Chambre, nous savons que ce n'est pas suffisant de punir les choses après coup, après que le crime a été perpétré. J'encourage tous mes collègues à adopter ces deux pour qu'on puisse adopter un régime d'accès légal, donner aux policiers les outils dont ils ont besoin. L'honorable député de Labrador. Monsieur le Président, nous savons combien il faut que les enfants inuits aient un accès égal et rapide aux services de santé sociaux, éducatifs qu'ils méritent. L'initiative Les enfants inuits d'abord permet aux enfants inuits de ne pas être laissés pour compte. Le ministre des Services aux Autochtones peut-elle informer la Chambre des récentes annonces qui ont été faites et nous expliquer en quoi ça va garantir aux enfants et aux familles inuites de continuer à bénéficier des services et du soutien dont ils ont besoin? Merci. La ministre des Services aux Autochtones. Monsieur le Président, j'aimerais remercier mon collègue pour sa question. Je suis très heureuse de pouvoir lui répondre. Je réaffirme l'annonce de 115 millions de dollars dans cette initiative, Les enfants inuits d'abord, qui permettra aux enfants, à leurs familles, de sa circonscription, de la mienne et d'ailleurs. Je remercie ceux qui ont appuyé ces mesures. Bien sûr, nous allons travailler à long terme en partenariat avec nos collègues pour déterminer les prochaines étapes de ce processus. De Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, les libéraux ont mis un cadenas sur les portes de la ferme expérimentale à Saint-Augustin-des-Morts et le centre de recherche à l'Université de Laval dans le comté du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. C'est unanime, cette décision entraînera des conséquences à long terme sur notre souveraineté alimentaire et notre expertise canadienne. Monsieur le Président, les montants de recherche en agriculture est déjà le parent pauvre sous les libéraux. Le premier ministre a affirmé qu'un pays qui ne peut pas se nourrir par lui-même a peu d'options. Pourquoi les bottins ne suivent pas les babines? Bravo, bonne question. Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Merci, Monsieur le Président. Plus que jamais, il est crucial de trouver des façons de simplifier nos services et de concentrer nos efforts au bon endroit. J'ai eu l'occasion de rencontrer les représentants de l'Université Laval. On a parlé d'AFC, de nos partenariats. Il faut simplifier la recherche en collaboration avec les services universitaires pour éviter les doubles emplois. Il faut nous préparer pour l'avenir. Nous allons continuer à encourager la science et à nous en servir à notre avantage lors des négociations. Le député d'Edmonton-Strathcona. Monsieur le Président, la loi canadienne sur la santé garantit l'accès universel à des services de santé publics. Mais Daniel Smith est en train de créer un service privé qui va éviscérer les soins de santé en Alberta et ça risque d'aller ailleurs après. Ça risque de rendre la crise, de faire empirer la crise.
Parallèlement, les Canadiens dans 9 provinces et territoires n'ont toujours pas accès à l'assurance médicaments nationale. Et le Premier ministre refuse de rencontrer la coalition. Le Premier ministre ne se soucie-t-il pas du système suffisamment pour le protéger? La ministre de la Santé. Président, comme la collègue le sait, je vais toujours défendre et notre gouvernement va toujours défendre la loi canadienne sur la santé. Nous travaillons de près avec nos partenaires des provinces et des territoires, je vous le dis régulièrement, pour faire avancer les meilleurs services de santé pour tous les Canadiens. Honorable député de Courtenay-Alberni. Monsieur le Président, notre programme de santé est déjà mis à mal et le gouvernement libéral alourdit la bureaucratie. Le Collège des médecins de famille nous dit que le formulaire de crédit d'impôt pour les handicaps est trop compliqué. Plutôt que de résoudre le problème, le budget 2025 met de côté 10 millions de dollars pour aider les gens à s'y retrouver dans le système. Pourquoi la ministre ne veut-elle pas accepter les approbations provinciales? Pourquoi n'allège-t-elle pas le fardeau bureaucratique pour que les personnes handicapées puissent avoir accès aux prestations auxquelles elles ont besoin? La ministre. Monsieur le Président, je suis fière de vivre dans un pays qui croit que les personnes handicapées méritent de vivre dans la dignité. C'est pourquoi nous avons un crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Comme le député le sait, c'est un travail important pour inclure pleinement ces personnes dans la société canadienne. Et nous allons travailler pour que tout le monde puisse atteindre son plein potentiel. L'honorable député de Montcalm faire un rappel au règlement. Et, Monsieur le Président, vous êtes le gardien de mon privilège parlementaire et l'un de ceux-là, c'est de faire en sorte que lorsque j'assiste à la période de questions, je puisse entendre et la question et la réponse, peu importe l'appréciation que je peux en faire. Or, depuis quelques périodes de questions, il y a une mauvaise manie des gens qui sont assis à votre droite. Ils ont de la difficulté à contenir leur enthousiasme, Monsieur le Président. Ils se mettent à se lever et à applaudir avant que les réponses ne soient terminées. De sorte que ça empêche les interprètes de faire leur travail. C'est arrivé à quelques reprises où on n'est pas capable de faire le travail. Et en plus, quand ils sont capables de faire leur travail, on ne peut pas apprécier puisqu'on n'entend absolument rien du reste de la réponse. J'aimerais ça que vous puissiez, Monsieur le Président, passer cette directive aux gens d'en face. Merci. Je vais prendre ça en note et faire des enquêtes, mais ça provient des deux côtés, je dois avouer, là. On a des voix assez fortes des deux côtés et je les connais, je sais qui ils sont. Merci quand même pour l'intervention. Pursuant to order made... Conformément à l'ordre adopté le lundi 23 février 2023, j'invite maintenant les députés à se lever et observer un moment de silence pour l'Ukraine et les victimes de l'agression russe.